in the partnership my husband and I have had with Netflix for the past few years. And then Bella Bajaria as well has just been so incredibly supportive and Je me souviens du moment où j'ai compris que ce n'était pas un avertissement, une simple suggestion comme celle que nous avions si souvent faite ces dernières années, mais une décision définitive. Elle ne s'est pas manifestée par une proclamation royale, un message officiel diffusé par la presse, ni même par un signal subtil qu'on aurait pu nier par la suite. Elle est venue en silence. Et parfois j'ai appris que le silence est le jugement le plus sévère qu'un monarque puisse prononcer. En observant l'atmosphère au palais ces jours-là, j'ai ressenti un poids, quelque chose de plus profond que la frustration ou la déception. C'était comme si une page s'était tournée, pas seulement celle d'un chapitre, mais la conclusion d'un livre entier. Et ce livre, c'était la relation de Meghan avec la monarchie. L'annonce de la décision finale de Charles a surpris beaucoup de monde, mais pour moi, avec le recul des mois précédents, elle semblait inévitable. J'avais remarqué un changement d'attitude récent, moins enclin à la diplomatie, moins patient face aux transgressions, moins tolérant envers les atteintes subtiles au symbolisme de sa couronne. Je le voyais dans des détails, une mâchoire crispée lors des réunions, l'absence de sa délicatesse habituelle, lorsqu'il parlait de Meghan, sa façon de lire les documents comme s'il cherchait une confirmation de ses convictions. Peut-être cherchait-il simplement à confirmer ce qu'il savait déjà. La rupture elle-même, cet arrêt définitif, n'était pas une punition née de la colère. Charles n'est pas du genre à prendre des décisions impulsives ou émotionnelles, surtout pas lorsque la réputation de la monarchie est en jeu. Ce qui rendait cette décision si particulière, c'était son caractère mûrement réfléchi et structuré. C'était comme s'il avait laissé la porte entrouverte pendant des années, par courtoisie, par espoir, peut-être même par culpabilité, mais qu'il avait enfin compris que la moindre faille était exploitée pour exercer une influence au-delà des instances officielles. Il s'agissait d'une manœuvre insidieuse qui s'est révélée non pas par un incident isolé, mais par une série de stratégies subtiles d'apparition publique et de messages soigneusement formulés dans lesquels Meghan faisait constamment allusion à un statut qu'elle avait abandonné depuis longtemps. Et je me suis demandé à maintes reprises combien de temps une institution comme la nôtre peut-elle tolérer une telle ambiguïté. J'avais aussi le sentiment que le fossé dépassait le cadre formel. Il s'agissait de confiance. Une institution maintenue pendant des siècles par le protocole, la tradition et le symbolisme ne peut fonctionner lorsqu'une personne oscille constamment entre l'intérieur et l'extérieur, entre la critique et l'avantage, entre la prise de distance et l'utilisation de cette distance comme stratégie de communication. Meghan avait de plus en plus brouillé la frontière entre image personnelle et intégrité institutionnelle. Et maintenant, Charles était confronté à un choix peut-être trop longtemps repoussé: protéger la monarchie ou protéger le récit d'une seule personne. Le choc qui a secoué Montecito à l'annonce de la décision ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est la présomption que cette porte serait toujours rouverte, qu'il y aurait toujours place à la négociation, que la monarchie, forte de sa tradition de civilité et de retenue, continuerait de faire preuve d'une patience infinie même dans ce monde moderne dominé par les médias. Mais les institutions qui ont traversé les siècles ne le font pas par la passivité. Elles le font en défendant ce qui est sacré au moment opportun, en fixant des limites lorsque celles-ci s'estompent, en disant « jusqu'ici pas plus loin ». En repensant aux conversations de ces derniers mois, rapports, analyses, mises en garde de conseillers, une tendance s'est dégagée. Chacun des nouveaux projets de Meghan portait une subtile réminiscence de son lien avec la famille royale. Non pas de manière flagrante, mais sous-jacente. Comme si elle souhaitait rester dans l'ombre de la famille royale sans en assumer les responsabilités. Cela irritait certains, en frustrait d'autres, et inquiétait même les personnes les plus influentes au sein de l'organisation. Combien de temps cette identité parallèle pourrait-elle perdurer avant que le récit de la véritable monarchie ne soit déformé? La réponse est venue sous la forme d'une décision sans appel, c'est terminé. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas tant la force de la décision que son calme résolu. Aucune explication, aucune excuse, aucune phrase d'introduction qui ait pu susciter le débat. C'était comme si Charles avait enfin assumé pleinement le poids de son rôle, celui du monarque, qui fait des choix non pas en tant que père, beau-père ou grand-père, mais en tant que gardien de quelque chose qui dépasse tout lien familial. Et face à cette prise de conscience, j'ai éprouvé un mélange de respect et de tristesse. Car combien de fois faut-il perdre quelqu'un pour préserver une institution? En parcourant les couloirs du palais les jours suivants, je me suis demandé plus souvent que je ne l'aurais souhaité où s'arrête la patience, quand l'empathie se mue-t-elle en naïveté. Et combien de temps peut-on espérer que quelqu'un respecte les règles alors qu'il se complaît à les transgresser? C'était peut-être l'issue inévitable. Cette rupture était peut-être nécessaire pour empêcher les fondations de s'effondrer davantage. Mais pourquoi la justice est-elle parfois si amère? Ce dont j'étais certain, c'était que le silence qui a accompagné cette décision n'était pas vain. Il était porteur d'un message que le monde n'entendrait que plus tard, mais que nous avons compris immédiatement. Ce n'était pas la fin d'un conflit, c'était le début d'une ère nouvelle.
Quand je repense aux mois qui ont précédé la décision de Charles, je vois comment tout s'est déroulé lentement, mais inexorablement. Il ne s'agissait pas d'un événement explosif unique, d'un scandale qui éclate soudainement à la une des journaux. C'était plutôt une série de petits changements de signaux subtils qui, pris individuellement, auraient pu paraître anodins, mais qui ensemble formaient un schéma de plus en plus difficile à ignorer. Je l'ai d'abord remarqué dans l'atmosphère des réunions internes, les conseillers semblaient moins hésitants. Les experts en communication soulignaient avec insistance les risques. Les équipes juridiques commençaient à constituer des dossiers sur des situations qui auraient pu être négligées auparavant. J'avais l'impression que tout le monde autour de moi savait déjà que quelque chose se préparait, sauf les personnes les plus concernées. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont Meghan s'est progressivement mais sûrement rapprochée de la monarchie, non pas par un retour physique, mais par son comportement public. Dans les interviews, les teasers de marque, les discours et les apparitions médiatiques, j'entendais de plus en plus de termes et d'allusions à son ancien rôle royal. C'étaient les petits détails, un langage subtil des références implicites des associations visuelles qui laissaient entendre qu'elle faisait encore partie d'un univers qu'elle avait consciemment abandonné. Et chaque fois que j'étais témoin d'un tel moment, j'avais l'impression qu'une corde sensible se brisait au sein de l'institution, une corde qui avait été tendue trop longtemps. À l'intérieur du palais, je sentais la tension monter. Les conseillers principaux rassemblaient des preuves de ces changements subtils. Je les ai vus analyser des extraits d'interviews, sauvegarder des captures d'écran de campagne et même reconstituer des chronologies montrant comment un récit déconnecté de la réalité se reconstruisait lentement mais sûrement. Meghan pensait peut-être que ces détails passeraient inaperçus, qu'ils n'étaient que symboliques ou liés à son image de marque. Mais au sein de la monarchie, le terme « détail » n'existe pas. Tout ce qui touche à l'identité, à l'image et à la perception du public a des conséquences parfois plus graves que prévues. Dans le même temps, je voyais la patience de Charles s'amenuiser malgré ses efforts pour le dissimuler. Au fil des ans, il était devenu un homme de compromis, quelqu'un qui préférait aplanir les difficultés, l'harmonie à la confrontation. Mais je sentais qu'il atteignait de plus en plus ses limites. Il n'avait pas besoin de le dire, son langage corporel était éloquent. Le fait qu'il restait silencieux plus longtemps pendant les réunions, qu'il relisait les dossiers au lieu de les mettre de côté, qu'il posait des questions inédites. Autant de signes d'un homme qui perdait confiance. Ce qui a envenimé la situation, ce n'est pas un incident isolé, mais une série d'événements qui, mis bout à bout, ont constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'abord, il y a eu le nouveau projet de marque présenté aux États-Unis dont l'esthétique était remarquablement proche de celle de la famille royale. Ensuite, un discours habilement construit, mais truffé de références, laissant entendre que Meghan conservait un rôle actif au sein de la famille royale. Puis plusieurs réunions très médiatisées ont attiré l'attention internationale, leur symbolisme frôlant dangereusement la représentation officielle. Chacun de ces moments a provoqué une vive agitation au sein de la communication, non pas parce qu'ils étaient explosifs en soi, mais parce qu'ils confirmaient une tendance qui, comme l'a dit un conseiller, ne disparaîtra pas d'elle-même. La plus grande inquiétude est apparue lorsqu'il est devenu évident que l'équipe de Meghan travaillait activement sur des projets susceptibles de contredire le discours officiel du palais. La prise de conscience qu'une personne extérieure à la monarchie pouvait continuer à construire un récit parallèle influençant la perception du pouvoir institutionnel a été le point de rupture pour de nombreux conseillers. À cela s'ajoutait l'inquiétude croissante concernant Catherine. En interne, il est devenu de plus en plus clair que Meghan utilisait sa notoriété non seulement pour se positionner mais aussi pour se démarquer implicitement de celle qui occupait alors un rôle public crucial au sein de la monarchie. Les frictions subtiles qui en ont résulté ont lentement mais sûrement menacé la stabilité interne. La pression sur Charles s'intensifia alors considérablement. Ses conseillers lui soufflaient qu'il devait agir, que le temps de la patience était révolu, que laisser perdurer ce jeu d'ambiguïté représentait un risque institutionnel qu'il était impossible d'ignorer. On disait même que la monarchie était entrée dans une nouvelle phase où les frontières n'étaient plus seulement symboliques, mais nécessaires à la préservation de sa fonction historique. Pour la première fois depuis longtemps, les conseillers s'accordèrent qu'il fallait tracer une ligne claire, une ligne que Meghan ne pourrait plus contester ni contourner. Pourtant, Charles garda un calme remarquable tout au long de cette épreuve. Il écouta, observa, recueillit des informations. Mais sous ce calme apparent se cachait une flamme que je n'avais auparavant aperçue que lorsque l'intégrité même de la monarchie était remise en question. C'est cette même flamme qui finit par l'emporter. Car à ses yeux, il ne s'agissait plus d'une affaire personnelle, mais d'une menace institutionnelle. Une menace qu'aucun monarque ne prend à la légère. Et puis le moment est arrivé où l'inévitable s'est précipité inexorablement. Chaque étape, chaque changement, chaque suggestion qui l'avait précédé prenait alors une importance capitale. Et je me suis demandé peut-être trop tard, combien de fois aurions-nous pu l'empêcher ?
Combien de fois aurions-nous dû fixer des limites avant d'en arriver là? Et pourquoi n'apprenons-nous des schémas que lorsqu'ils nous obligent à agir? Quand je repense à l'époque où les murs du palais vibraient de murmures de documents classifiés et d'obligations jalousement gardées, je réalise combien tôt nous avons compris que nous n'étions plus confrontés à des incidents isolés, mais à un changement structurel que nul ne pouvait ignorer. Les premiers signes étaient subtils, une réunion qui s'éternisait, un dossier redemandé, un conseiller qui employait prudemment le mot « risque » plutôt que de rassurer. Mais au fil des semaines, il est devenu évident qu'un mouvement plus profond se tramait au sein du palais. Une organisation discrète mais bien réelle s'est mise en place autour d'une question centrale: comment protéger la monarchie d'un récit parallèle qui se construit hors de nos murs. J'ai pris conscience de la gravité de la situation lorsque le conseil privé en a été informé. Une mesure prise uniquement en cas de conséquences institutionnelles. Le cadre de ces réunions était toujours le même, une longue table d'épais dossiers, un silence feutré, qui paradoxalement paraissait plus assourdissant que n'importe quelle discussion. Charles s'asseyait, généralement en bout de table, les mains jointes, une posture qui suggérait le calme, mais qui, je le savais maintenant, trahissait une détermination tendue. Il parlait peu, il écoutait, il analysait, et cela ne faisait que compliquer les choses. Les conseillers ont apporté une quantité impressionnante de preuves qui a fini par m'étonner: des extraits d'interviews, des transcriptions de citations, des captures d'écran, de supports marketing, des analyses des interactions sur les réseaux sociaux et même des rapports comportementaux sur la réaction du public à certaines apparitions de Meghan. J'avais l'impression d'assister à une plaidoirie minutieusement orchestrée, chaque détail étant appliqué comme un coup de pinceau sur une toile qui, aussi douloureuse fût-elle, devenait de plus en plus limpide. Le cœur de leur analyse était simple: Meghan s'était forgé un récit lui permettant de conserver son identité royale, même lorsque celle-ci n'était plus institutionnellement justifiée. Non pas explicitement, mais suffisamment implicitement pour faire croire au public que sa position au sein de la monarchie était toujours pertinente. Et une menace implicite est parfois plus dangereuse qu'une confrontation ouverte. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont les risques étaient évalués à l'échelle internationale. Certains conseillers ont présenté des rapports des États-Unis où des experts avertissaient que la perception de Meghan y était bien plus influencée par des récits émotionnels que par la réalité institutionnelle. Dans un monde où les réseaux sociaux dictent de plus en plus la vérité, cela représentait un danger réel. Deux monarchies, a déclaré un expert en communication lors d'une des sessions, l'une officielle et l'autre en train de se construire aux États-Unis, fondée sur la sympathie et l'influence des médias. Cette idée à elle seule était déstabilisante. Comment une institution séculaire pouvait-elle survivre lorsque des acteurs extérieurs commençaient à façonner son récit? Le facteur décisif cependant n'était pas l'analyse des médias, mais quelque chose de bien plus personnel. Le nom le plus souvent évoqué n'était pas celui de Meghan, mais celui de Catherine. La question qui revenait sans cesse était la suivante: quel avenir pour la monarchie lorsque sa principale représentante, une figure admirée dans le monde entier, doit constamment vivre dans l'ombre d'une ancienne membre de la famille royale qui, bien qu'ayant quitté l'institution, tente encore de la maintenir à flot? Je sentais le malaise palpable chaque fois que le nom de Catherine était mentionné. Non pas que l'on remette en question ses qualités, mais parce que chacun savait que ce conflit la plaçait involontairement au centre des débats. Et une institution ne peut se permettre un conflit où une princesse en activité était fragilisée par une ancienne membre de la famille royale agissant en toute liberté. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une nouvelle dimension s'ajoute aux discussions: les implications juridiques. Jusque-là, nous avions abordé les questions d'image, de symbolisme et de frontières institutionnelles, mais soudain, nous parlions de représentation trompeuse de titres, protégés de droit commercial international et d'atteinte à la réputation d'une institution étatique enregistrée. Cela a tout changé, car dès lors qu'une chose devient légale, elle devient automatiquement structurelle. Et la structure n'est plus influencée par les émotions ni par les liens familiaux. Je me souviens encore de cette réunion où Charles reçut un document expliquant comment certaines initiatives commerciales récentes de Meghan avaient été interprétées par des analystes extérieurs comme des allusions indirectes à son statut royal. Rien n'était suffisamment explicite pour être qualifié de violation, mais ensemble ces allusions projetaient une ombre menaçante sur la monarchie. C'est alors que j'ai aperçu l'expression de Charles à la lecture de ce document. Une expression qui m'a par la suite fait comprendre que sa décision était imminente. Lorsque les hauts responsables du protocole ont constaté que le langage de Meghan frôlait de plus en plus le jargon institutionnel même dans des contextes où elle n'occupait plus de fonction officielle, les pièces du puzzle se sont mises en place. Ce qui aurait pu être une stratégie de communication de sa part était perçu au sein du palais comme une menace structurelle, une confusion des rôles susceptible de nuire à la monarchie à long terme. Et s'il y a une leçon à retenir de l'histoire, c'est que les monarchies ne succombent pas aux attaques frontales, mais à la dilution progressive du sens.
Les réunions se terminaient en toujours de la même façon dans le silence. Un silence qui trahissait une décision déjà prise avant même qu'elle ne soit prononcée. À la fin de la dernière séance, Charles posa la main juste au-dessus d'une pile de documents et leva les yeux avec une expression que je n'oublierai jamais. Ni colère, ni tristesse, mais détermination. Comme s'il était enfin devenu l'homme que la couronne attendait de lui, ce chapitre doit se terminer, c'est tout ce qu'il a dit. Mais chacun savait que le moment était venu où les mots devenaient la loi. Et je savais qu'à partir de cet instant, nous nous étions engagés sur une voie sans retour. Le message parvenu à Montecito n'était pas une lettre officielle sur papier épais, un document scellé remis par un laquais. Il était plus simple, plus discret et pourtant d'autant plus poignant. Quand j'ai appris comment cela s'était passé, une annonce discrète d'une retenue absolue adressée directement à Meghan, j'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un avertissement. C'était une conclusion. Et les conclusions au sein de la monarchie ne s'accompagnent jamais de faste. Elles surviennent sans agitation, sans explication, sans geste d'ouverture. Elles s'imposent comme un fait. Et les faits n'appellent pas à discussion. J'ai tenté d'imaginer comment le message serait reçu là-bas, dans cette maison ensoleillée à des milliers de kilomètres de là, où la vie avait toujours été un peu trop soigneusement orchestrée. Des sources fiables m'ont confié que Meghan était pétrifiée à sa lecture. Non seulement par le contenu, mais aussi par le ton totalement inédit pour elle. Aucune diplomatie, aucun détour, aucun espoir de réouverture. Seulement une décision institutionnelle et définitive qui l'écartait brutalement du cercle où elle avait jadis joué un rôle prépondérant. C'est peut-être ce qui l'a le plus choqué, non pas les mots eux-mêmes, mais le fait qu'il n'y avait désormais plus aucune marge de manœuvre pour modifier le récit. À l'intérieur du palais, le calme régnait presque irréel. Point d'euphorie, point de soulagement, seulement la conscience qu'une limite nécessaire avait été fixée. C'est le propre des décisions structurelles, elles servent d'ancrage, non de catalyseur émotionnel. Pourtant, je ne pouvais nier la tension palpable qui planait entre ces murs. Le silence était assourdissant, comme si chacun comprenait que nous venions d'assister à un moment historique, une décision qui éclairait enfin une situation restée floue et obscure pendant des années. Quand j'ai entendu la réaction de Meghan, j'ai eu l'impression que tout avait basculé à Montecito en quelques secondes. D'abord, l'incrédulité, puis la confusion, et enfin la panique. Je me suis demandé si elle avait jamais vraiment cru que la monarchie ne l'abandonnerait jamais complètement, qu'il y aurait toujours un moyen de revenir, que son récit avait encore assez d'influence pour modérer les décisions institutionnelles. Mais cette fois, elle n'avait aucune riposte. La porte n'était pas seulement fermée, elle était verrouillée et scellée par un système qui a appris depuis des siècles à survivre précisément grâce à ce genre de fermeture. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les témoignages selon lesquels elle demandait sans cesse qui avait approuvé la décision, comme si elle ne pouvait croire que Charles, cet homme toujours si prudent, avait fait un choix irrévocable, comme si elle ne comprenait pas que la hiérarchie du palais l'emporte parfois sur la sympathie personnelle et certainement sur les campagnes médiatiques. Mais à chaque question, m'a-t-on dit, on répondait par la même phrase, la décision était définitive. Aucune procédure ne pouvait la retarder, aucune conversation ne pouvait l'adoucir, aucun document ne pouvait la renégocier. Et puis vint la question qui me préoccupait peut-être le plus, pourquoi maintenant, pourquoi à ce moment précis, en parcourant les couloirs du palais, les conversations des dernières semaines refirent surface. Les analyses, les avertissements, les rapports, tous convergeaient vers une même conclusion, le risque institutionnel était devenu trop important. Nous ne pouvions plus attendre une nouvelle escalade. Chaque nouvelle allusion à l'identité royale, aussi subtile fût-elle, brouillait la frontière dont la monarchie avait besoin pour préserver sa crédibilité. Il ne s'agissait pas d'un acte de vengeance personnelle, c'était l'aboutissement d'un processus qui couvait depuis des années. Au sein même du palais, on murmurait que la décision avait été prise précisément parce que l'alternative était inacceptable. Une institution qui laisse une personne extérieure à sa structure influencer son récit finit par perdre la maîtrise de sa propre identité. Et un monarque qui laisse cela se produire perd sa fonction historique. Charles l'a compris d'une manière aussi tardive que nécessaire. Sa décision n'était pas émotionnelle, elle était logique. Un monarque qui n'agit pas quand il le devrait n'est pas un monarque, il est le témoin passif de sa propre chute. Ce qui m'a profondément marqué, c'est l'impact sur Harry. J'ai entendu comment la nouvelle lui était parvenue, comment il avait tenté de gagner du temps, de demander un sursis, de trouver un compromis. Mais cette fois, il n'y avait pas de compromis possible. Je savais que cela avait dû l'affecter profondément, peut-être plus profondément qu'il ne voulait l'admettre à ce moment-là. Car comment expliquer que son père, son roi, prenne une décision qui exclut définitivement son conjoint ? Comment vivre entre deux mondes dont l'un se ferme lentement mais sûrement ? Et tandis que je réfléchissais à tout cela, une vérité dérangeante s'imposait à moi, cette décision ne marquait pas seulement la fin de l'influence de Meghan au sein de la monarchie. Elle confirmait l'entrée dans une nouvelle ère, celle où les limites seraient tracées plus tôt et plus clairement.
Une ère où la monarchie ne serait plus emportée par des récits individuels, mais définirait au contraire le cadre dans lequel ces récits s'inscriraient. Le message qui a tout changé n'était pas qu'un simple changement de règles, c'était un signal. Le signal que la monarchie avait épuisé sa patience et retrouvé sa voie. De toutes les réactions que j'ai entendues après la mise en œuvre officielle de la décision de Charles, celle d'Harry fut la plus complexe. Non pas parce qu'il a crié le plus fort, bien au contraire, il n'a pas crié du tout, et non pas parce qu'il était le plus surpris. Car au fond de lui, je pense qu'il savait depuis longtemps que ce moment arriverait. Ce qui rendait sa réaction si différente, c'était le fait qu'il se soit littéralement retrouvé pris entre deux mondes, des mondes qu'il avait vainement tenté de concilier pendant des années. L'un est celui de son héritage, de la tradition des responsabilités et d'une institution qui a façonné son identité. L'autre est celui du choix qu'il a fait de l'amour qu'il a défendu et de la vie qu'il voulait construire en toute liberté. Ces deux mondes avaient toujours coexisté dans une tension, mais la décision de Charles a finalement brisé cette tension. Quand j'ai appris qu'il avait été prévenu à l'avance avant même que Meghan ne reçoive le message, j'ai immédiatement compris pourquoi. Malgré tout, Charles reste son père. Et quelque part au cœur de cette relation père-fils si complexe et douloureuse, il ressentait sans doute l'obligation de protéger son fils aîné du choc désormais inévitable. Il voulait le lui annoncer lui-même, espérant sans doute que le coup serait moins dur. Mais d'après des sources proches du dossier, cela s'est retourné contre lui. Car dès que Harry a compris le caractère définitif de la décision, la discrétion avec laquelle elle avait été communiquée et le peu de marge de manœuvre restante, il a su qu'il était une fois de plus contraint d'endosser un rôle qu'il cherchait à fuir depuis des années, celui de médiateur entre deux systèmes qui ne se reconnaissent plus. J'ai entendu dire que la première réaction d'Harry n'avait pas été la colère, mais un silence stupéfait. Puis vinrent les questions, tant de questions. Il s'enquit du moment choisi des implications juridiques précises des raisons de cette décision. Il demanda même presque désespérément s'il était possible de la formuler autrement. Non pas de façon moins stricte, mais moins absolue, comme si les mots seuls pouvaient empêcher une porte de se fermer définitivement. Il y a quelque chose de tragique dans ce désir car, bien qu'Harry ait consciemment quitté la vie institutionnelle des années auparavant, il réalisait maintenant qu'il n'avait jamais vraiment renoncé à l'idée qu'un lien subsistait quelque part, un fil ténu presque symbolique qui le reliait aux deux mondes. Mais ce lien a été rompu, non pas cruellement, non pas bruyamment, mais irréversiblement. Lorsqu'il annonça finalement la nouvelle à Meghan en personne, la tension entre leurs points de vue apparut au grand jour. Elle le perçut comme une attaque, une trahison, une tentative de la monarchie de l'effacer définitivement. Il le vécut comme un échec son échec. Non pas parce qu'il aurait pu empêcher cette décision, mais parce qu'il s'était toujours considéré comme un trait d'union capable de gérer les frictions entre les systèmes, capable, malgré les turbulences, de maintenir l'unité. Mais cette décision le confrontait à une réalité qu'il avait passé des années à fuir. Parfois, il n'y a plus rien à sauver. On a dit qu'il y avait eu des larmes, et cela ne m'étonne pas. Pas des larmes théâtrales, mais des larmes silencieuses, nées d'un profond sentiment d'impuissance. Car Harry savait que toute tentative de médiation cette fois-ci passerait pour un acte de loyauté inouïe envers quelqu'un qui menaçait l'institution même. Il savait qu'une formulation plus douce ne changerait rien à l'intention derrière cette décision. Il savait qu'il ne pouvait rien faire sans décevoir l'un des deux mondes, et c'est ainsi qu'il devint précisément ce qu'il redoutait le plus, un homme qui n'a plus de place qui lui appartienne vraiment. Ce qui m'a le plus frappé, c'est comment ce moment a révélé les profondes divisions qui le rongeaient depuis des années. Il prétendait toujours vouloir fuir le système pour se protéger, mais en réalité, il voulait concilier deux identités incompatibles, celle de prince d'héritier, de fils de monarque, et celle de compagnon d'une personne qui, tout en s'affranchissant de cette structure, en dépendait encore régulièrement. Maintenant que le cadre institutionnel était définitivement fermé, cette tension devenait insoutenable. Au sein du palais, chacun comprenait ce que cette rupture impliquait pour lui. Non seulement parce qu'il voyait sa position évoluer, mais aussi parce qu'il était une fois de plus confronté à la réalité que les liens familiaux et les responsabilités institutionnelles ne vont pas toujours de pair. Que son père devait protéger la monarchie même au prix de nuire à sa propre famille. Et que lui-même, Harry, devait marcher sur un fil. Parfois je me demande quelle part de ce fardeau il porte ouvertement et quelle part il dissimule par crainte d'être à nouveau accusé de conflits qu'il n'a jamais provoqués seul. Et je me demande aussi combien de temps peut-on tirer sur deux mondes sans que l'un d'eux ne cède. Peut-être était-ce à ce moment précis qu'il a compris qu'il ne pouvait pas gagner cette bataille. Peut-être était-ce la première fois qu'il devait admettre que certains chapitres ne se referment pas par une conversation mais par un silence qui définit l'avenir.